J'ai commencé ma garde en faisant la tournée de la zone dont j'étais responsable ce soir-là. Tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas. J'avais trop peur pour regarder. J'adore ce genre d'histoire, les histoires de fantômes. Beaucoup de gens ont été torturés, beaucoup sont morts. On a entendu une voix. Les histoires sur des endroits soi-disant interdits, déconseillés. Je ne suis pas un chasseur de fantômes. Les peurs, les superstitions cachent toujours une autre histoire. Une histoire vraie. Que s'est-il vraiment passé ici? Si vous le saviez, entreriez-vous quand même? Je m'appelle Robert Joe, blogueur et explorateur urbain. J'ai une théorie. Quand un endroit est entouré de beaucoup d'histoires de fantômes, c'est souvent parce qu'il a été le théâtre d'une tragédie ou d'horreur bien réelle. Et Penang ne fait pas exception à la règle. J'ai entendu une curieuse histoire au sujet d'un ancien fort britannique de la Seconde Guerre mondiale sur l'île de Penang, en Malaisie. Aujourd'hui, c'est devenu un musée. Je travaille au musée de la guerre depuis environ 11 ans. Je suis veilleur de nuit. Ce soir-là, il était exactement 23h15. J'ai regardé le ciel et j'ai vu que la lune était pleine. J'ai commencé ma garde en faisant la tournée de la zone dont j'étais responsable cette nuit-là. Plus tard, je suis allé dans l'allée située sous la tour de guet. En levant les yeux, j'ai vu la silhouette d'un homme tourné vers moi. Il avait un long fusil à baïonnette dans une main et un sabre de samouraï dans l'autre. Alors, je me suis demandé ce qu'il pouvait faire là. Ça m'a rendu nerveux. Je suis monté en haut de la tour pour vérifier que ce n'était pas une hallucination. J'ai constaté avec stupeur que l'homme que je venais de voir n'était plus là. À ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Le veilleur de nuit est manifestement perturbé par ce qu'il pense avoir vu. Je ne crois pas aux fantômes, mais je sais d'expérience que les histoires comme celle de Rocky ne surgissent pas sans raison. Elles comportent généralement une part de vérité. Une vérité fondée sur des événements ensevelis dans le passé. Les Britanniques ont bâti ce fort dans les années 30 pour l'abandonner aussitôt aux Japonais au début de la Seconde Guerre mondiale. Qu'a-t-il bien pu se passer ici avant que ça ne devienne un musée?
En parcourant les rues de la ville, je vois partout les vestiges d'une histoire incroyablement riche. Carrefour commercial depuis le XVIIIe siècle, Penang a vu passer des Chinois, des Arabes, des Indiens, des Portugais, des Hollandais et des Britanniques. Tous se sont mêlés jusqu'à créer une sorte de melting pot de l'Asie du Sud-Est. Et ils ont chacun apporté avec eux leurs propres croyances surnaturelles. Les Malaisiens croient aux esprits. Me voici en compagnie de Nazruddin Rahman, une vedette de la télévision locale. Il connaît bien les histoires de fantômes et les légendes de Penang. La Malaisie est un véritable creuset des cultures. Il y a des Chinois, des Indiens, des Sikhs, et ils ont tous de différentes manifestations des esprits. Qu'est-ce qu'il y a comme histoire de fantômes à Penang? Il y en a plein. Ça va des vieux manoirs abandonnés aux soldats japonais fantômes marchant dans la nuit. On va aller voir un endroit associé à une belle histoire d'amour. Ok, cool. L'endroit est en mauvais état. Du coup, il est fermé au public. Naz m'amène à la Villa Relo, un des lieux hantés les plus réputés de Penang. Après vous? Ok, allons-y. Elle a été construite en 1930 par l'homme le plus riche de Penang. Il y a une légende qui raconte qu'il y a des années, une riche famille de Hong Kong a emménagé ici. La fille de cet homme est tombée amoureuse d'un jeune garçon pauvre de Penang. Un amour interdit. Et comme cet amour était interdit, elle a mis fin à ses jours ici même, dans cette maison. Depuis, il s'y passe des choses étranges, d'après la légende. Les gens ont-ils peur de venir ici? Les endroits comme ça sont souvent occupés par les esprits. Si bien qu'en général, la population garde ses distances. Mais je ne ressens aucune onde négative, ni positive d'ailleurs. Peut-être une légère tristesse. Cette histoire d'amant maudit pourrait avoir été écrite par William Shakespeare. Un manoir abandonné, un fort abandonné. Ce qui se passe dans ce genre de lieu est souvent intégré aux légendes et aux superstitions locales. Ce qui me frappe dans l'apparition paranormale décrite par Rocky, ce sont les détails. Le sabre de samouraï et le fusil à baïonnette ne laissent aucun doute quant à l'origine japonaise du fantôme. Les Britanniques ont construit le fort à une certaine distance de la ville, sur un promontoire que certains surnomment Bukit-Hantu, la colline aux fantômes. On dirait que les histoires de revenants ne manquent pas à Penang. Mais Rocky n'a pas peur des fantômes, il a peur d'un fantôme en particulier. Je veux comprendre pourquoi ce qu'il a vu l'a tellement terrifié. Et aussi pourquoi les gens d'ici appellent cet endroit la colline aux fantômes. Je me demande ce qui s'est vraiment passé là-bas. Je commence par interroger les habitants de la ville. Avez-vous déjà entendu parler d'un endroit appelé Bukit-Hantu? Bukit-Hantu, non? Jamais? L'endroit est peut-être moins célèbre qu'on pourrait le croire. Excusez-moi, savez-vous où se trouve Bukit-Hantu? Là-bas, à environ 5 km d'ici. 5 km là-bas? Oui. Ok. C'est le musée de la guerre. Le musée de la guerre? Oui, c'est ça. Merci. Avec plaisir. Merci. Me voici enfin au pied de ce qui semble être Bukit-Hantu. Bizarrement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai fini par croiser un homme qui savait où c'était et qui a pu m'indiquer la bonne direction. Je vais donc monter voir s'il y a le moindre rapport avec l'histoire de Rocky. Bonjour. D'après cette carte, ça, c'est la tour de guet. Rocky a vu le fantôme tout en haut, alors qu'il se trouvait ici.
Il dit qu'il a fait le tour et qu'il a essayé d'allumer l'interrupteur. J'imagine que c'est celui-ci. Allons voir si je trouve le fantôme de Rocky. Et donc, c'est à cet endroit, en bas, que devait se tenir Rocky. Voilà donc le point de vue qu'aurait eu le fantôme qu'il pensait avoir aperçu, ici, en haut de cette tour de guet. La vraie question, c'est qu'est-ce qui a pu terrifier Rocky à ce point? La description du veilleur de nuit indique clairement que le fantôme au sabre de samouraï était celui d'un soldat japonais de la Seconde Guerre mondiale. Les Nippons ont effectivement investi le fort après son abandon par les Britanniques. Mais à quoi leur a-t-il servi? La réponse est peut-être cachée dans ces bunkers et ces tunnels. Oh, wow. Wow. Il devait y avoir des prisonniers ici. Je suis sûr que c'est une cellule. Ça ressemble aux photos de la prison d'Abu Ghraib qui ont circulé sur Internet. Cette cellule n'est qu'un hors-d'œuvre. Les photos, les instruments de torture et les plaques semblent indiquer que le fort abritait un QG japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au milieu de tout ça, je découvre des décors dignes d'un parc d'attractions. Le musée semble mêler des éléments historiques et fantastiques. Reste à savoir comment séparer la réalité de la fiction. D'après ce panneau, à cet endroit, un soldat appelé Suzuki décapitait les prisonniers de guerre, un soldat japonais. Ce bourreau pourrait-il être le fantôme que Rocky pense avoir vu? Le colonel Suzuki n'est peut-être qu'une sorte de croque-mitaine. J'interroge le propriétaire du musée, Johari Shafi. Que faisaient les Japonais dans ce fort? Le 6 décembre 1941, les Japonais ont envahi Penang et ils ont transformé ce fort en camp de prisonniers de guerre. À l'époque, le premier du nord de la Malaisie occidentale. Ah oui? Oui. D'après Johari, les Japonais ont transformé l'ancien avant-poste britannique en centre de détention, voire pire. Ils torturaient les gens là-bas, dans cette pièce. Là? Oui. Par exemple, en leur arrachant les ongles ou en les énucléant. C'était des pratiques courantes pour Suzuki et ses hommes. Qui était Suzuki? Suzuki était un célèbre bourreau au moment de l'occupation japonaise. Il exécutait les gens ici? Oui. Dans ce fort? Oui. Malais, Chinois, Indiens, Européens. D'après lui, le colonel Suzuki ne sortait jamais sans un sabre de samouraï. Voilà qui ressemble fortement au fantôme décrit par Rocky. J'interroge Johari sur les apparitions paranormales dans le musée. Il faut demander à Monsieur Rocky. Je suis à Penang, en Malaisie, pour enquêter sur d'éventuels phénomènes paranormaux dans un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale. Le propriétaire m'a parlé d'un colonel japonais du nom de Suzuki, un bourreau particulièrement sanguinaire. Quant au veilleur de nuit, il affirme avoir vu une apparition armée d'un fusil et d'un sabre de samouraï. Existe-t-il un lien entre Suzuki et ce revenant? Je regarde à nouveau le témoignage de Rocky en quête d'un nouvel indice. Tout à coup, j'ai entendu des bruits de pas.
Je me suis dépêché de descendre de la tour de guet. Je voulais aller voir d'où venaient ces bruits de pas. Je commençais à paniquer. J'ai cherché l'interrupteur en tâtonnant dans le noir. Et soudain, je l'ai vu devant moi. Il avait l'air vraiment féroce. Il avait un uniforme de l'armée japonaise. Alors je me suis dit que c'était sûrement un officier de haut rang. Il m'a fait signe de m'approcher, toujours avec son sabre de samouraï à la main. Mais j'avais trop peur. Je rencontre Rocky pour obtenir davantage de détails sur le fantôme qu'il pense avoir vu cette nuit-là. Il était là-haut? Oui. J'ai vu quelque chose bouger. Vous saviez qui c'était? J'ai tout de suite vu que c'était un officier de l'armée japonaise. Un certain colonel Suzuki. Suzuki, le fantôme de Rocky et le colonel accusé d'avoir torturé et exécuté des prisonniers dans le fort ne font qu'un. Apparemment, il existe même une photo de lui. C'est lequel, Suzuki? C'est lui ici. Au premier plan, c'est le général Tomoyuki Yamashita, avec les bottes noires. Et juste derrière lui, c'est le colonel Suzuki. Ça, c'est Yamashita, le gouverneur de Singapour et de la Malaisie. Oui. Et le type derrière, c'est Suzuki? Oui. Mais on ne voit pas son visage. Sur la photo de Rocky, on voit très bien le visage du général Yamashita, mais il n'y a aucun moyen d'identifier l'autre personne. Je ne vois pas comment Rocky peut savoir que c'est Suzuki. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans cette histoire. Je vais d'abord vérifier que le colonel Suzuki a bel et bien existé. Et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il a fait pour continuer à inspirer une telle terreur. Je vais faire un tour aux archives locales pour découvrir la vérité sur l'occupation de Penang et sur le fameux colonel. Les Japonais ont envahi la Malaisie en décembre 1941. Progressant ensuite vers le sud de la péninsule, ils se sont enfin emparés de Penang le 19 décembre, après 8 jours d'intenses bombardements. Ils y sont restés pendant 4 ans. Les écoles de Penang n'ont pas fermé, mais les cours n'étaient dispensés qu'en japonais. Aucun sentiment anti-nippon n'était toléré. On estime que ces 4 années d'occupation ont fait environ 100 000 victimes en Malaisie. Au cours de mes recherches, je tombe sur des documents relatant de terribles atrocités. J'y découvre le nom de l'un des responsables de l'extrême violence exercée à Penang, un certain Tadashi Suzuki. Suzuki était donc bien réel. J'ai retrouvé un rescapé de l'occupation japonaise. Il vit toujours à Butterworth, de l'autre côté du détroit de Penang. J'espère qu'il pourra m'en dire un peu plus sur Suzuki. Robert David se souvient parfaitement de la vie sous le joug nippon. Vous étiez en train de marcher le long de la route et tout d'un coup, un camion japonais arrivait et vous embarquait. Et personne ne savait ce qui s'était vraiment passé. Votre mari ou votre frère sortait faire un tour et il ne revenait jamais. On vivait dans la peur au quotidien. On ne savait pas ce qui pouvait arriver. Je voudrais vous montrer une photo.
Au musée, on m'a dit que c'était un certain Suzuki. Ça vous dit quelque chose? Oui, il travaillait à Butterworth. C'était le chef de la police. C'est lui, là? Il a les cheveux longs? Il avait les cheveux longs comme ça sur les épaules. Comment le savez-vous? Je l'ai vu. Suzuki? Oui, très souvent. Il était à Butterworth. Et moi aussi. On le voyait partout. Ça, pour une surprise. Mon interlocuteur a donc vu Suzuki de ses propres yeux. Sauf que d'après Monsieur David, le colonel n'a jamais habité dans le fort de l'île de Penang. Il était à Butterworth, sur le continent. Suzuki était-il sur l'île de Penang? Non, à Butterworth. Pas à Penang. Non. Vous aviez peur de lui? Tout le monde avait peur de lui. Robert David m'a dit que Suzuki était le chef de la police militaire japonaise, qui terrorisait la population de Butterworth. Qu'est-ce que c'est, ce bâtiment, Monsieur David? Pendant la guerre, il était occupé par les Japonais. C'était le QG de la police militaire sous le commandement de Suzuki. Les Japonais avaient réquisitionné le bâtiment. Et c'est d'ici que Suzuki contrôlait Butterworth, avec une incroyable brutalité. Et ils ont emmené le garçon pour l'exécuter. Le vieux monsieur a lui-même vu le colonel nippon décapiter un jeune homme. Il n'y avait qu'un champ ici. Rien de tout ça n'existait. J'étais en vélo et j'étais presque arrivé ici quand la police militaire, des Malais sous les ordres de Suzuki, m'a arrêté en me disant d'aller là-bas. Il y avait une foule de gens qu'on avait également forcés à venir assister à l'exécution. Je me suis mêlé à la foule. Et j'ai vu ce garçon agenouillé devant une tombe déjà creusée. Suzuki était là. Je vais tuer ce type devant vous. Regardez tous. Il a sorti son sabre de son étui. Il l'a brandi une première fois, puis rabaissé. Il l'a brandi une deuxième fois, puis rabaissé. Et la troisième fois, il a crié. La tête est tombée dans la tombe et le corps du garçon a basculé dans le trou. J'étais incapable de bouger. Je suis resté là. Nous étions tous immobiles comme des statues. Enfin, Suzuki est parti et nous nous sommes lentement dispersés. Mon enquête paranormale est en train de devenir un travail d'investigation historique. Robert David, qui était jeune homme et vivait à Butterworth pendant l'occupation japonaise, m'a confirmé que Suzuki était terriblement réel. Mais d'après lui, il ne s'est jamais installé dans le fort de l'île de Penang. C'est à Butterworth que le chef de la police militaire avait établi son QG. L'histoire du musée de la guerre est donc en partie exacte. Suzuki était en effet un meurtrier. Et son extrême cruauté hante encore ceux qui en ont été témoins. Mais à quoi servait le fort sous l'occupation japonaise? Vu la façon dont le musée mélange la réalité et la fiction, il est difficile de le savoir avec certitude. Je retourne là-bas pour tenter d'assembler les pièces du puzzle. Me voilà de retour au musée de la guerre. C'est assez inquiétant de nuit. L'absence totale de lumière ne doit pas aider. Sans parler du fait qu'au moindre faux pas, je risque de dégringoler de la colline. Allez. Tout a un petit côté un peu plus sinistre. Mon Dieu. Je viens d'entendre un bruit très fort. Ça venait de là-haut. Qu'est-ce que c'était? Je crois que ça venait de cette direction.
Ces escaliers. On aurait vraiment dit un tir de canon. Ça vient bien de là-haut. On se rapproche. Le bruit venait de quelque part par là. Vous m'avez fait flipper, les gars. C'était quoi? C'est un faux canon. Pour la visite nocturne. Je suis curieux de découvrir cette visite nocturne. Indra Gunawan, le guide de nuit, me parle du fort. Il me redit que les Japonais y ont fait des choses horribles. Je ne doute pas de la brutalité de l'occupation nippone. Mais à la lumière des informations fournies par Robert David, je me demande si le fort a vraiment été le théâtre de ces atrocités. Il me semble qu'il faut considérer le musée de la guerre comme un symbole des exactions commises par l'occupation japonaise, plutôt que comme un véritable lieu historique. C'est quoi? C'est ici qu'ils décapitaient les prisonniers. Et après les avoir décapités, ils suspendaient leur tête ici. Les cadavres étaient cachés dans cette pièce. Là où il y a la lumière rouge. Vous voyez? Oui. La lumière rouge, c'était la morgue. Et ça, c'est une représentation des Japonais en train de Décapiter quelqu'un. J'ai remarqué ces grands monstres avec des lumières rouges à la place des yeux. Oui. Les ouvriers du musée nous ont raconté que quand ils ont commencé le chantier, ils ont vu ces créatures. Et ils nous ont dessiné ce qu'ils avaient vu à l'époque. Quand vous avez ouvert, les ouvriers ont vu ça? Oui. La preuve que l'histoire inspire parfois les recoins les plus sombres de notre imagination. Et tout ça au nom du divertissement, j'imagine. C'est une sorte de prison? Oui, c'était une prison à l'époque. Et ça, c'est une tarentule géante? Oui, pour la torture. Indra m'explique les différentes mises en scène, mais la plupart tiennent plus du film de série B que de la reconstitution historique. Certaines araignées sont très venimeuses. La torture de l'araignée? Oui. Ok. Je ne doute pas que le véritable Suzuki ait inspiré certaines des horreurs du musée. Cependant, rien ne prouve qu'il soit venu dans le fort, ni que les Japonais s'y soient livrés à des tortures et des exécutions. D'où le musée tire-t-il ces informations? Qui a fait les recherches? C'est le propriétaire, mon patron. Il est allé en Angleterre pour découvrir ce qui s'était passé ici et pour se renseigner sur le coût d'un tel musée. Il est allé chercher des informations là-bas et ensuite, il nous a formés à faire les visites. D'accord. D'accord. Donc, ce sont des recherches indépendantes? Oui. Je vois. Je crois que je commence à saisir. Le musée de la guerre n'est pas un vrai musée. C'est plutôt un parc d'attractions appelé musée de la guerre et installé dans un bâtiment historique. On y trouve de véritables antiquités et des trucs marrants à faire, mais il n'y a pas de séparation claire entre les deux. Je suis à Penang, en Malaisie, pour enquêter sur les événements historiques derrière une histoire de fantôme. Un soldat japonais particulièrement cruel, censé hanter un ancien fort de la Seconde Guerre mondiale. Le revenant que le veilleur de nuit dit avoir vu s'inspire d'une personne bien réelle, un policier militaire du nom de Tadashi Suzuki. Ce Suzuki-là était un monstre en chair et en os. Et même s'il n'a sans doute jamais exécuté personne dans le fort, il a commis de nombreuses atrocités à Penang. Suzuki est un vrai personnage de film. Un croque-mitaine, symbole des horreurs qui ont eu lieu ici. J'ai rendez-vous avec un historien local, Clément Liang. Salut Clément. Bonjour. Robert.
Bienvenue. Enchanté. Je cherche des informations sur une sorte de bourreau qui était sans doute colonel dans l'armée japonaise. Un certain Suzuki. Ça vous dit quelque chose? Pendant la guerre, il y avait en effet un homme du nom de Tadashi Suzuki. C'était le chef de la police de Butterworth. Il s'est fait une réputation en coupant la tête des gens. Clément confirme le témoignage de Robert David. Tadashi Suzuki était bien à Butterworth. Mais que peut-il me dire sur le fort de l'île de Penang? J'ai entendu dire que Suzuki avait torturé et exécuté des gens au fort. C'est vrai? Pas que je sache. Je n'ai jamais rien vu qui indique qu'il ait torturé des gens au fort. Ce fort était assez éloigné de la ville. Et il n'avait aucune raison d'amener les prisonniers jusque là-bas. Suzuki est-il vraiment l'auteur de toutes les tortures et les exécutions qu'on lui attribue? Disons qu'il y avait un certain nombre de méchants. Suzuki n'était pas le seul. Clément évoque alors des exactions à bien plus grande échelle que les crimes de Suzuki. Le véritable massacre a eu lieu en 1942. En chinois, on parle du Sukching. Les gens étaient embarqués par les Japonais qui les emmenaient quelque part et les exécutaient en masse. Je crois que c'est encore pire que ce qu'a fait Suzuki. Clément confirme que Suzuki ne s'était jamais installé dans le fort. Le bâtiment était trop éloigné du centre-ville pour être véritablement utile à la police militaire nippone. Mais en tant que chef de la police de Butterworth, le colonel a joué un rôle dans une tragédie d'une toute autre ampleur. L'historien a évoqué le Sukching, une expression chinoise qu'on peut traduire par nettoyer, purger. Le véritable fantôme de la Seconde Guerre mondiale qui continue à hanter l'île de Penang. Serait-il le Sukching? J'ai trouvé un autre témoin. Monsieur Lim a accepté de me rencontrer au pied du mémorial contre la guerre. Pouvez-vous me parler de l'occupation? Un matin, je prenais mon bain quand j'ai soudain entendu des explosions. Alors j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un nuage de fumée noire. Plus tard, j'ai vu des centaines de gens courir dans les rues et les jardins. C'était le début de la guerre? Oui. On a l'impression que la présence japonaise pesait lourdement sur la vie quotidienne. C'était une époque violente? Les Japonais coupaient des têtes dans le QG de la police, sur Penang Road. Ils décapitaient les gens et ils exhibaient leurs têtes au marché le lendemain matin. Vous avez vu des têtes suspendues à des piquets? Oui, j'ai vu les têtes suspendues. C'était terrifiant. Qui étaient les gens qu'ils tuaient? Des Chinois en général. Énormément de gens. Des milliers de personnes alignées dans la rue et emmenées. Le monument contre la guerre de Penang rend hommage aux 5000 victimes du Sukching. Monsieur Lim a lui-même été témoin de certaines de ces exactions. Suzuki n'était qu'un des nombreux militaires impliqués dans le massacre organisé des civils chinois. L'animosité des Japonais à l'égard des Chinois s'ancrait dans leur histoire commune. Et alors, c'est arrivé. Quelque chose de plus fort que les murs de pierre venait enfin de naître en Chine. La volonté de résister. En 1937, près de 200 000 Chinois se révoltent contre l'occupation de leur pays par les Japonais. Déterminés à tuer dans l'œuf toute velléité de soulèvement en Malaisie, l'armée impériale met au point un plan terrible intitulé « Procédure de mise en œuvre pour la manipulation des Chinois d'outre-mer ». L'objectif est d'éliminer tous ceux qui refusent d'obéir et de coopérer. Je me demande quel a été le bilan de cette stratégie d'élimination systématique ici à Penang. Le mémorial contre la guerre fait état de 4 sites de fosses communes où sont enterrées les victimes du Sukching.
Mais je découvre alors quelque chose d'étrange. Il y aurait un 5e charnier, un endroit appelé Rifle Range, qui n'est pas mentionné sur le monument. Comment expliquer un tel oubli? Je décide d'aller voir sur place. Un cimetière tentaculaire. A priori, c'est ici que se trouve Rifle Range. Je m'attendais à un monument à la mémoire des victimes du Sukching. Je cherche le charnier des victimes du Sukching. C'est ici? Non, il n'y a pas de victimes du Sukching ici. Il y a quelques personnes qui ont été tuées dans des bombardements, mais pas de charnier. J'ai ici des documents qui indiquent qu'il y a des tombes individuelles, mais pas de charnier. Mais j'ai lu qu'il y avait un charnier à Rifle Range. Non, vous êtes à Batu Gandung, pas à Rifle Range. Je suis venu chercher une fosse commune, mais il semblerait que je me sois trompé d'endroit. Les corps ne sont pas dans le cimetière, mais près des immeubles qu'on voit là. C'est ça, Rifle Range. Alors, je vais aller voir ce que je peux trouver là-bas. Je m'interroge. Aurait-on construit toute une cité sur un charnier? Des habitations délabrées, accolées à un gigantesque cimetière. Mais où est le site de la fosse commune? J'obtiens l'adresse d'un homme qui pourra me renseigner. Oncle Tan, j'ai entendu dire que vous pourriez me parler du charnier qui se trouve ici à Rifle Range. Ça vous dit quelque chose? Quand les Japonais étaient au pouvoir, ils sont venus ici pour y enterrer beaucoup de gens. Des civils innocents qu'ils avaient tués. Si bien qu'il y avait des corps enterrés un peu partout dans cette zone. Ceux des victimes du Sukching? Oui, c'est ça. Pendant le Sukchin, les Japonais ont dépassé les limites. Après avoir tué ces gens, ils ont simplement enterré leurs corps. Vous avez vu les ossements? Oui. Quand on a emménagé dans ces logements, on est d'abord venu visiter les appartements et il y avait des excavatrices qui creusaient le sol. On a vu les corps quand ils les ont remontés. Il y avait beaucoup de squelettes. C'était il y a combien de temps? 50 ans. D'accord. Dans les années 60? Oui. 60. Oui, oui. Je viens de parler avec l'oncle Tan. Il y avait bien des charniers ici, sous les logements de Rifle Range. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait des corps, mais ils étaient ici. Je suis à Penang, en Malaisie, pour enquêter sur un vieux fort de la Seconde Guerre mondiale, soi-disant hanté. Si cette histoire d'apparition n'est pour moi qu'un simple mythe, elle s'inspire cependant d'un monstre bien réel, un policier japonais du nom de Tadashi Suzuki. Mais Suzuki n'était qu'un exécutant parmi d'autres dans le massacre systématique des civils chinois de Malaisie, ce qu'on appelle aujourd'hui le Sukching, la purge. J'ai dénombré 5 charniers, dont un que je suis moi-même allé voir à Rifle Range. Mais j'ai le sentiment qu'il ne s'agit là que de la partie visible de l'iceberg. Les meurtriers n'avaient aucun intérêt à tenir le registre de leurs victimes. Pour découvrir la vérité, je dois aller parler aux rescapés et à leurs familles. Je prends contact avec un historien local, Andrew Wan,
dont le père a survécu au Sukching. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici? Nous sommes à Bukit Dumbar. Ce site abritait 2 charniers. Un jour, on a creusé ici une fosse dans laquelle on a trouvé 250 crânes. Ici? Oui, un peu plus bas, là-bas. C'est incroyable. Il y a donc d'autres fosses communes qui ne sont mentionnées ni dans les documents officiels, ni sur le mémorial contre la guerre. Combien y a-t-il eu de victimes pendant le Sukching? Sur l'île de Penang, 5000 au moins. Il n'y a qu'à additionner les différents sites. 1000 corps à Rifle Range, environ 1000 corps dans la prison de Penang. On les a enterrés dans l'enceinte même de la prison. Et aussi 2000 corps à Coombe Hill, plus ceux de Batu Ferringhi, près de la plage. Sans compter tous ces corps inconnus qui ont été enterrés ou jetés à la mer. 5000, ça me paraît être un chiffre très prudent. En 1946, lors du procès des criminels de guerre à Penang, un fossoyeur a raconté avoir enterré 1000 personnes à lui tout seul. C'est seulement après ce témoignage choc que les Britanniques ont exhumé les corps. Mais si les corps ont été exhumés ici, pourquoi pas à Rifle Range? Ils l'ont été, mais 10 ans après le procès des criminels de guerre, en 1956. Parce que l'État voulait développer la zone et construire des immeubles de logements sociaux. Au moment où ils ont creusé le terrain, les ouvriers ont découvert des restes humains. Bien sûr, il a fallu interrompre le chantier et décider ce qu'on allait faire de tous ces ossements. Je commence à mieux comprendre. Les corps ne sont pas sous les immeubles de Rifle Range. Ils ont été exhumés grâce au chantier de construction. Une découverte purement fortuite. Au bout du compte, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont incinéré les corps et mis les cendres dans des urnes qu'ils ont enterrées dans différents cimetières. Mais pourquoi ne pas avoir inscrit Rifle Range sur la liste des charniers du mémorial? Il s'agit de 2 époques distinctes. Les premières exhumations, lorsqu'ils cherchaient encore à localiser les corps des victimes des Japonais, ont eu lieu en 1946 et 1947. Mais là, nous sommes en 56, 10 ans après. La fosse commune de Rifle Range a donc été découverte après l'identification du mémorial contre la guerre. Voilà qui explique son omission. Dans le chaos de la guerre et de la reconstruction, les Malais n'avaient guère le temps de s'intéresser aux statistiques. Quant aux criminels de guerre, ils n'avaient aucun intérêt à voir les détails de leurs méfaits révélés au grand jour. Finalement, certains responsables de ce massacre ont dû rendre des comptes. Le 31 août 1946, l'armée britannique a jugé 32 Japonais lors d'un procès pour crimes de guerre à Penang. Mais il en manquait au moins un, Tadashi Suzuki. Tadashi Suzuki est mort en avril 1945, le 1er avril 1945. Il était sur un navire qui rentrait au Japon, le HS Awamaru. Le HS Awamaru a été torpillé par l'USS Queenfish, un sous-marin américain. Il s'est noyé. Une façon d'étouffer l'affaire? Évaluer l'ampleur du massacre du Sukching semble impossible. Les victimes de Rifle Range ont été exhumées des années après la construction du mémorial contre la guerre. Et à l'endroit où je me tiens maintenant, les Japonais ont enterré encore plus de gens. Andrew Wang m'a également parlé de corps jetés à la mer. Nul ne peut savoir avec certitude combien d'hommes et de femmes ont été tués. Mon enquête sur Suzuki m'a permis de mieux comprendre les atrocités commises à Penang. L'officier japonais est devenu le symbole d'une période de terreur absolue. Le massacre du Sukching. À Penang, environ 800 victimes ont été inhumées au mémorial, mais il n'y a aucun moyen de connaître le nombre exact de morts. Il ne reste aucune trace, et ceux dont on ignore le nom sont désormais ce qu'on appelle ici des âmes perdues.